Salut, ici Jessica de Yoga pour la fibromyalgie et aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu plus sensible qui va vraiment entourer comment est-ce qu'on peut exprimer à nos proches, expliquer les douleurs chroniques avec lesquelles on vit, que vous ayez la fibromyalgie, l'arthrite ou quelconque autre type de douleur chronique, sans avoir l'impression de se plaindre. Donc, c'est une question qui est venue d'une follower de yoga pour la fibromyalgie qui m'a demandé un peu plus précisément, donc, comment expliquer les douleurs aux proches sans être toujours en train de se plaindre et surtout, quoi faire si on sent qu'on est rendu identifié à notre maladie. Donc, les gens nous abordent principalement à propos de ce sujet-là. On a l'impression maintenant que les douleurs chroniques, la fibromyalgie, l'arthrite ou peu importe la variante que vous avez, c'est maintenant ce qui vous définit aux yeux des autres. Je voulais commencer par vous parler un peu de moi, mon processus face à ça. Donc, j'ai vécu, techniquement, je l'ai encore, mais je veux dire, j'ai vécu avec les douleurs chroniques, avec la fibromyalgie, pendant 10-15 ans de ma vie où je souffrais, donc j'étais constamment avec les douleurs, avec les symptômes que vous connaissez si vous avez la fibromyalgie. Et à travers ça, j'ai passé tout un processus d'en parler, de ne pas en parler, de me plaindre constamment, de ne pas me plaindre. Et je vais vous parler qu'est-ce qui s'est passé en dedans de moi. Et ensuite, je vais vous donner des petits trucs pour justement aborder ça avec les proches. Donc, la fine ligne entre se plaindre ou pas lorsqu'on parle de sa maladie. Et aussi, si vous vous retrouvez identifié par ça, comment est-ce qu'on peut changer cette approche-là, cette façon d'être perçu, mais aussi de se percevoir. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée, en fait, j'ai commencé à avoir mal, j'étais très jeune, j'étais en 5e année du primaire, 5e année de la petite école, donc c'est à peu près 10-11 ans. Et à ce moment-là, j'étais un enfant, donc je me plaignais constamment. Je pleurais, ce qui est, je crois, normal pour un enfant, de ne pas avoir cette capacité de concentration, puis de comprendre qu'on est en train de se plaindre. Et par contre, ça faisait que énormément de mon emphase, de tout ce que je pensais, de mon discours était pas déterminé, mais était en fait de me plaindre. Et je me souviens vaguement d'une conversation que j'ai eue avec ma mère qui avait abordé le sujet en disant que si elle le pouvait, elle prendrait ma maladie pour elle, pour plus que j'aie mal, mais que c'était impossible. Et qu'il fallait que je trouve une façon d'arrêter de me plaindre puis d'exprimer pas positivement, mais dans le sens dire une fois, en ce moment j'ai mal aux jambes, c'est correct d'exprimer en ce moment j'ai mal aux jambes, mais j'ai besoin de X ou Y, mais de le répéter constamment, ça n'allait absolument rien faire de positif et au contraire, ça mettait, je restais dans l'emphase de toujours me répéter, j'ai mal, et de continuer d'amplifier et de diriger mon attention à cet endroit-là. Suite à ça, en vieillissant, j'ai eu une passe où je ne parlais pas de ma maladie à personne, particulièrement au secondaire, donc on est à 13, 14, 15, 16 ans, et mes amis proches étaient au courant, mais sinon je ne parlais pas, du moins de mon souvenir, de ce que je vivais à voix haute. Je le verbalisais pas, mais en dedans de moi, j'étais constamment en train de penser à ça. Donc si, en apparence, je ne parlais jamais de mes douleurs, mes pensées étaient à 95% dirigées sur j'ai mal. Donc, c'est une façon de me plaindre intérieurement et je vais vous expliquer un peu ce que ça faisait un peu plus tard dans la vidéo. Ça va être très long, je vais sûrement faire une partie 2. Je suis en train de me dire, sinon ça va être super long à digérer, pour vous et super long pour moi également. Donc, ça va être une partie 2, je vous le dis tout de suite. Donc, il s'est passé ça. Et ça, ce que ça faisait de garder ça en dedans de moi, là, il y a juste des moments où j'explosais. Parce que de tout garder, puis de ruminer, puis de juste concentrer mon attention sur ressentir la douleur, sur la vivre intérieurement, même pas extérioriser rien du tout, c'était pas la bonne solution, disons. Et ensuite, il y a eu un moment qui a été vraiment définitif. C'est à un certain moment quand j'ai commencé le cégep. Donc ça, on a à peu près 17, 18, 19 ans au Québec. Donc pour vous donner une période d'âge, et j'ai décidé que
j'allais continuer à ne pas en parler. Et j'allais continuer à ne pas en parler d'une façon où personne, donc je me suis dit, je vais rencontrer plein de nouvelles personnes et personne ne va le savoir que j'ai cette maladie-là. Mais j'ai aussi décidé qu'intérieurement, je n'allais plus mettre l'emphase sur ma douleur. Donc, je voulais plus y penser, je voulais ignorer, faire comme si je n'étais pas malade. Et j'ai fait ça pendant très, très longtemps. Et même à l'université, les gens ne savaient pas que j'avais la fibromyalgie. Et si des fois, je ne peux pas me présenter à l'école à cause des douleurs, les gens ne savaient pas. Ce que j'ai remarqué, c'est que en faisant ça, donc en ne mettant pas l'emphase de façon extérieure, mais aussi intérieurement, mes symptômes ont énormément diminué. Et la fibromyalgie a vraiment perdu son pouvoir. Quand je dis ça, je veux dire perdre de sa capacité à m'empêcher de fonctionner au quotidien, puisque dans mon cerveau, ben j'avais de l'espace pour penser à plein d'autres choses autres que de la douleur. Donc ça, c'est vraiment comment moi, mon processus a fonctionné. Et j'ai recommencé à parler de fibromyalgie, en fait, et de mon expérience et de ce que j'ai vécu quand j'ai décidé de me réorienter, puisque j'étais professeure de yoga bien avant de faire yoga pour la fibromyalgie. Et dans le temps, j'enseignais dans un resort en Grèce, j'enseignais sur des planches, j'enseignais du yoga chaud à des athlètes du CrossFit, à vraiment des gens de tout horizon et aussi des gens qui avaient des douleurs chroniques. Et c'est vraiment quand j'ai fait, bon, ok, je vais me spécialiser, revenir à pas mes origines, mais disons, la raison qui m'a menée au yoga, c'est la fibromyalgie. J'ai décidé, bon, mais j'allais boucler la boucle et maintenant enseigner ce qui m'avait aidé. Et c'est là vraiment que j'ai recommencé à parler de fibromyalgie et à dire que j'ai eu la fibromyalgie parce que pour moi, ça faisait des années et des années que je n'en parlais pas vraiment. Du moins à mes proches, aux gens qui m'entourent, à mes collègues de yoga. Donc, ça, j'en parlais pas, c'est vraiment comme dans le passé. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment mon processus de ma façon, pas de me plaindre, mais d'expliquer ce que je vivais au quotidien et dans le passé. Et maintenant, j'en parle, mais j'en parle vraiment au passé. Je veux pas, je n'aborde plus la fibromyalgie comme quelque chose qui me définit. C'est une épreuve que j'ai vécue, qui m'a rendue plus forte, qui m'a menée où je suis là en ce moment. Peut-être que je serais prof de yoga pareil, ou peut-être pas, on sait pas. Mais, donc maintenant, c'est ce qui s'est passé. Donc, je le vois vraiment comme ça et pas quelque chose que je traîne avec moi, qui fait partie de moi, pas du tout. Donc, avec tout ça, c'est mon background. C'est comment moi j'ai vécu ça, ces années-là à vivre, comment j'ai géré ça face aux proches. Et c'est pas nécessairement la meilleure façon. Donc, comme vous, peut-être, j'avais pas de psychologue, donc j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pour gérer ces émotions-là, puis cette situation-là. Maintenant, je suis plus vieille. Bon, en discutant avec les gens, avec mes clients, je côtoie énormément de gens qui ont la fibromyalgie ou des douleurs chroniques. Il y a plusieurs façons de penser et de gérer ça. Et il n'y en a pas une qui est nécessairement meilleure qu'une autre. Il y en a vraiment une qui va être bonne pour vous. Donc, je crois que le plus important, c'est de faire la distinction entre se plaindre et demander de l'aide. Se plaindre, c'est juste ultra négatif. Ça va absolument rien apporter à part renforcer que, premièrement, votre attention est encore une fois dirigée vers les douleurs. Donc, vous laissez la fibromyalgie prendre une grande espace dans vos pensées, dans votre quotidien. Et pour les gens, vos proches qui vous côtoient, c'est lourd. C'est pas nécessairement lourd parce que c'est fatigant d'entendre quelqu'un se plaindre. Pour vos proches, c'est surtout lourd parce que c'est triste de voir quelqu'un qui souffre. Et de se plaindre comme ça, je pense pas que c'est positif. Par contre, pas se plaindre, mais verbaliser nos symptômes afin de demander de l'aide. Donc, c'est pas juste attirer l'attention sur la maladie pour le fait de l'attirer, mais d'y attirer pour demander de l'aide. Par exemple, vous avez mal aux épaules et vous voudriez demander de l'aide pour pour atteindre une étagère. Donc, vous comprenez un peu, vous avez un peu moins d'énergie et vous auriez besoin de quelqu'un pour vous accompagner à l'épicerie.
par exemple. Je crois que ça peut être une façon positive d'aller chercher le soutien des proches, mais sans trop mettre l'emphase sur la maladie et lui donner beaucoup de pouvoir. Et je pense que peut-être pour les proches, ça fait une différence ou pas. Ultimement, c'est pas à nous de gérer comment eux vont vivre notre situation. Donc, nous, chaque personne est responsable de se gérer et de se réguler eux-mêmes. Par contre, je pense que pour vous, ça va faire une immense différence dans votre vision de vous-même, de comment vous vous sentez, particulièrement si vous vous sentez coupable de parler de ça au quotidien ou d'en parler à vos proches. Tout ça va découler que si on se sent pas coupable, on peut demander avec légèreté, peux-tu m'aider à l'épicerie aujourd'hui? Sans nécessairement dire parce qu'on a mal. Les gens, vos proches le savent déjà. Et ça va vous permettre de demander de l'aide sans avoir l'impression de vous plaindre, parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vous plaindre. Vous êtes en train de dire, moi, en ce moment, voici ma situation, j'ai besoin d'aide pour une tâche Y, X, et peux-tu m'aider? Et ça, c'est complètement différent aussi, parce que les gens vont sentir qu'ils peuvent poser action pour vous aider à changer votre situation, au lieu de juste de vous entendre vous plaindre ou vous voir souffrir, puis de se sentir complètement impuissant. Donc, moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. C'est vraiment ma façon de voir les choses aussi dans comment je gère mes problèmes au quotidien. Des fois, ça fait du bien de ventiler. Puis c'est correct de ventiler d'une fois de temps en temps, d'avoir une bonne séance de juste bitchage où on va juste ventiler, dire si on est tanné, qu'on est fâché. Mais je pense qu'au quotidien, de mettre l'emphase sur si j'ai des problématiques, de demander de l'aide au lieu de juste ventiler, ça va être beaucoup plus positif pour vous et pour vos proches. À travers tout ça, si c'est quelque chose qui vous pas perturbe, mais qui c'est ça, à travers tout ça, si c'est quelque chose qui vous amène à vous questionner, à avoir des sentiments négatifs, que vous vous sentez coupable, à travers tout ça, vous vous sentez anxieux, vous vous sentez mal dans vos relations avec vos proches, dans votre gestion de votre maladie vis-à-vis vos proches, je vous invite fortement à aller parler avec quelqu'un de qualifié. Donc moi, je vous partage des conseils de mon expérience personnelle, de ce que je crois qui fait du sens, de ce qui me fait sentir bien moi. Mais il n'y a rien comme un psychologue, quelqu'un qui est formé pour ça, qui va pouvoir vous écouter, vous diriger, vous rassurer, vous donner des outils pour vous exprimer, que vous vous sentiez bien. Et c'est surtout quelqu'un qui va être qualifié et neutre pour vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas à lui demander de l'aide si vous avez la difficulté à gérer cette situation-là et surtout en lien avec vos proches. Donc, c'était mon truc pour pouvoir vous aider à vous exprimer à vos proches. Dans la partie 2, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut redéfinir notre rapport à la maladie et redéfinir comment on se défini, j'imagine. Donc, si vous vous sentez particulièrement identifié à la maladie, que vous sentez que la maladie prend une trop grande place dans votre identité, quelques petits trucs comme ça, comment est-ce qu'on peut redéfinir ça, de ne pas laisser la maladie nous définir, parce qu'en fait, la maladie ne nous définit pas, mais pas du tout. C'est une épreuve qu'on vit, mais vous, votre identité n'est pas définie par cette maladie-là, qui est comme une transition, un passage, et on veut pas lui donner une trop grande place, en fait, dans notre quotidien, parce qu'elle va en prendre de plus en plus de place. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je parle de plein de choses qui touchent aux douleurs chroniques. Donc, parfois des sujets plus sensibles comme on vient de parler là, mais aussi des postures de yoga, des méditations vraiment pour pratico-pratique gérer les douleurs chroniques. Si vous avez aussi des questions pour moi, posez-les en commentaire. Donc, ce sujet-là a été suggéré par une follower. Et si vous avez des sujets que vous voudriez me voir aborder ou des parties du corps que vous voudriez avoir des postures de yoga pour soulager, partagez-les en commentaire. Et moi, ça m'aide en fait à créer du contenu, à créer des vidéos YouTube que vous allez apprécier. Donc, on se dit à lundi prochain pour la partie 2 sur comment se redéfinir et ne pas laisser la maladie devenir une partie intégrante de notre identité au point tel que les proches nous voient que par ça. Et ça devrait être intéressant. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. On se dit à lundi prochain. Bye bye!